Bonjour tout le monde. Merci d'être resté jusqu'à la presque fin de Devoxx. Donc on va parler aujourd'hui de Cloud Native Application Bundle. Déjà vite fait, donc je m'appelle Yves Risseau, je travaille chez Docker à l'ingénierie sur Docker Hub, donc typiquement sur des choses comme le scan de vulnérabilité, les images officielles, les verified publishers, etc. Une petite note rapide, s'il y en a que ça intéresse, en embauche. Donc vous pouvez rejoindre genre sur Docker Hub. On a beaucoup parlé de desktop ces derniers temps avec des histoires de nouvelles licences et tout. Donc s'il y en a qui veulent par exemple travailler au portage sous Linux ou autre, on a pas mal de jobs, tous en full remote, en Europe ou ailleurs. Donc venez. Et donc aujourd'hui on va parler de Synab. Alors Synab déjà pour essayer de présenter un peu ce que c'est, on va essayer de déconstruire le terme déjà de Synab et essayer de finalement parler de quelles problématiques réellement on cherche de résoudre en premier, plus que des outils que ça implique. Alors il y a trois choses en Synab. Il y a Cloud Native, Application and Bundle. On va commencer par Application. C'est pas forcément le plus simple, parce que ça reste un terme très vague. Grossièrement, si on prend Larousse, donc c'est un programme ou un ensemble de programmes destinés à aider l'utilisateur d'un ordinateur dans le traitement d'une tâche précise. Alors, ça nous dit quand même pas mal de choses. La première, c'est que juste un programme, genre si on a un programme qui fait une somme, c'est pas une application. Si on a un programme qui prend deux nombres de la part d'un utilisateur et va lui retourner le résultat, bah là, ça devient un programme. C'est-à-dire qu'il y a quand même une notion d'usage qui est derrière, et puis c'est un ou plusieurs programmes. Alors, vous verrez, c'est assez important pour la suite de Synab. Alors maintenant, Cloud Native. Alors, en général, celui-là, il est pas mal parce qu'il y a, je pense, autant de définitions que de personnes. Ça fait quelques années qu'on en entendait plutôt pas mal parler et on ne sait jamais trop ce que ça veut dire. Alors, normalement, chez Docker, je veux dire, c'est des micro-conteneurs, enfin des microservices en conteneurs sur du cube, sur un cloud. Sauf que pas du tout. L'une des plus anciennes définitions de Cloud Native, c'est de Paul Fremantle. Elle date de 2010. Il faut imaginer que Docker a été rendu public en 2013. Donc l'histoire des conteneurs, on n'est pas vraiment. Donc c'est l'idée de fonctionner correctement dans un environnement cloud. Et qu'est-ce que c'est du cloud? C'est essentiellement de la phrase de service. Donc on va aller sur des notions d'élasticité, d'infrastructure distribuée. Mais avec ça, on ne peut pas encore faire grand-chose. La meilleure définition que je connais, c'est celle qu'a donnée Oli Cummins. Donc c'est un talk, je vous encourage vraiment à aller le voir si vous ne l'avez jamais vu. Alors, il date de 2018, donc ça commence à dater. Je sais qu'il y a eu plusieurs enregistrements, mais allez le voir. Et donc, c'est, comme le titre l'indique, c'est pas à propos des conteneurs, mais c'est essentiellement une histoire de culture. Et il y a une notion principale qui ressort de ça, qui est un peu un synonyme finalement. Elle présente ça comme un synonyme de Cloud Native. C'est l'idempotence. Alors, généralement, à moins qu'on ait fait des maths récemment, on a un peu oublié ce que c'était. L'idempotence, c'est le fait qu'une opération aura toujours le même effet, quel que soit le nombre de fois qu'on l'applique ou le moment où on l'applique. Un exemple tout bête, pour faire simple, c'est la valeur absolue. Si j'ai moins 5, je fais la valeur absolue, j'aurai 5. Si je rapplique la valeur absolue, j'aurai toujours 5, quel que soit le moment où je vais l'appliquer. Et c'est finalement ce qui va nous intéresser. C'est-à-dire que si on reprend l'infrastructure as a service, l'idée c'est de pouvoir scaler vers plus ou moins quand on veut. Donc on va finalement ajouter des ressources matérielles. Ce qu'on veut, c'est du CPU, c'est de la RAM, c'est du stockage. Mais au-dessus, on a bien des systèmes, on va avoir notre OS qui tourne. Par contre, si je démarre un OS maintenant, si j'en démarre 10, si j'en démarre demain, je veux que l'effet soit toujours le même. Si jamais je commence à avoir de la variation, c'est-à-dire que je ne garantis pas le fonctionnement de mon application. Parce que là, elle va marcher. Demain, il y a du trafic, je scale, ça ne marchera plus. Donc on veut que l'opération qui est par exemple de démarrer mon serveur, ça soit toujours la même. Maintenant, demain, toujours. Donc par exemple, on ne va pas avoir un système qui, je sais pas, fait une mise à jour au démarrage. Si on a un système qui fait une mise à jour au démarrage, qu'entre aujourd'hui et demain, j'ai une faille OpenSSL, j'ai plus la même version. Et donc pour ça, côté infrastructure, on a pas mal de choses. Depuis un moment, on peut faire avec des images de serveurs.
Je sais pas, on va faire du Packer, on va faire des AMI pour Amazon ou des ISO ou ce qu'on veut, quoi. On sait faire ça sur les serveurs. Donc maintenant, l'idée, c'est de mixer ça, parce que le serveur, c'est bien joli, mais il ne va pas nous faire grand-chose, avec la notion d'application. Alors là, on pourrait se dire, bah, tiens, on parlait d'image d'OS. Bah, finalement, c'est la même chose que les conteneurs qu'on a. C'est là où rentre de nouveau la notion d'application. C'est qu'une application, bah, ça peut être plusieurs services, quelle que soit leur forme, en fait, ce n'est pas la question. Ça peut être des bases de données. On va avoir des services managés, je ne sais pas si on a un cache, un service de queue, n'importe quoi. Et le tout sur des ressources élastiques. C'est-à-dire que chaque élément va lui aussi pouvoir varier, pas juste notre infrastructure. Par infrastructure, je parle surtout du CPU et des choses comme ça. Donc il va falloir gérer tout ça, et pas simplement juste dire, bah, c'est bon, mon appli, j'ai un service qui tourne, c'est un conteneur, quoi. Alors pour ça, en général, on va ajouter, là c'est juste quelques exemples, hein, il y en a beaucoup d'autres, on va rajouter d'autres services autour. C'est-à-dire qu'on va par exemple avoir du Terraform, du CloudFormation, quelque chose qui va nous démarrer nos services managés, par exemple, ou notre infrastructure. On va avoir des fichiers si on déploie sur du Cube, sur du Nomad, sur ce qu'on veut, une stack Compose ou autre. Souvent, on va avoir du Bash, un peu partout, parce qu'il faut bien faire de la glue dans tout ça. Et donc, comment ça se passe dans le cycle de vie? Généralement, on a notre code, on va avoir notre CI, c'est bon, on a mergé, tout était bon. Et on va créer nos images de services, nos images classiques, je sais pas, un service Node, un service Golang, n'importe quoi. On va avoir notre code d'infrastructure, toutes nos infos de déploiement. Ça d'ailleurs, des fois on ne sait pas trop où on les met. Parfois on va juste on va taguer notre source, comme ça on pourra revenir et réappliquer ce qu'on veut. Donc ça, on a la partie CI. Et puis vient le moment du déploiement. En général, ça reste assez simple, hein. On récupère notre code, on applique par exemple Terraform si on veut. On va récupérer les infos du déploiement, ça peut être un chart Helm, des fichiers nomades. On va les appliquer et là, nos serveurs vont venir pooler nos images. Le problème, c'est qu'à peu près à chaque étape, on peut avoir quelque chose qui se passe mal. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, on décide de mettre à jour la version d'un de nos outils sur le serveur qui va s'occuper des déploiements? Qu'est-ce qui se passe si finalement on a changé l'image parce on a retagué une nouvelle image à la place? À chaque endroit, on peut avoir un problème en fait. Donc l'idée, c'est de regrouper tout ce qu'on a dans un seul artefact, que ce soit nos images, notre code d'infra, tous nos scripts, nos descriptions de déploiement, tout dans un seul artefact. Ce qu'on voudrait en fait finalement au moment où on dit c'est bon, par exemple, on merge notre PR, on a quelque chose qui est bon pour aller en prod, on voudrait un artefact unique qu'on pourra tracer aussi, qu'on pourra suivre. Donc voilà, ce qu'on voudrait d'ailleurs, c'est qu'il soit immuable. L'idéal, c'est qu'une fois qu'il a été buildé par la CI, qu'il ne puisse pas changer, qu'on sache exactement ce qu'il y a dedans. On veut pouvoir quand même le poser quelque part, dans une registry ou ailleurs, parce qu'on veut pouvoir le diffuser. Et pourquoi pas même qu'il soit autocontenu. C'est-à-dire qu'il y ait réellement tout, donc y compris toutes nos images, tous nos scripts, tous nos binaires, tout dans un seul artefact, évidemment le plus facilement possible. L'autre intérêt, c'est que ça permet de faire du offline aussi. C'est-à-dire que si on veut déployer sur des machines qui n'ont pas accès à des ressources externes, on peut très bien juste prendre l'artefact et le déployer. Et avec ça, on retrouve la notion d'idempotence. C'est-à-dire que si notre artefact contient tout, des scripts aux images, qu'il est immuable, qu'on ne peut pas le changer, à ce moment-là, si je le déploie aujourd'hui, si je le déploie demain, si j'en déploie 1 ou 10, l'effet est toujours exactement le même. Donc, j'ai une certaine garantie comme ça que je vais pouvoir scaler tranquillement. Si, par exemple, j'avais mon service que, tiens, il y a un pic, je scale, et que j'ai la moitié de mes conteneurs qui, finalement, ont été déployés avec une autre mise à jour de Helm que les premiers, qu'est-ce qui va vraiment se passer? En fait, je ne sais pas le garantir. Donc, ça, c'est l'idée de Synab. C'est-à-dire qu'on va avoir, donc en bas, c'est le logo de Synab. On va avoir dedans nos images qui composent notre application, donc nos services classiques, nos conteneurs. On va avoir notre image d'invocation. Donc, elle, son rôle va être un peu plus spécial, celle qui va orchestrer finalement
diriger le fonctionnement de ce Synapse, et un descripteur qui va essentiellement être des métadonnées, donner quelques explications dessus. On va voir juste après. Un détail quand même sur les images applications, c'est juste des conteneurs classiques. C'est-à-dire que l'idée derrière Synapse, ce n'est pas de réinventer la roue, c'est de se baser sur tout ce qui existe déjà, sur tout ce qu'on utilise. Donc, il n'y a aucun changement typiquement sur le build. Si vous avez une image, si vous avez votre service qui tourne dans un conteneur, avec Synapse, ça sera toujours le même conteneur qui tournera de la même façon. Ce qui change, ce qui est nouveau, c'est cette image d'invocation. Son but, c'est de gérer finalement les 3 grandes étapes d'une vie d'une application, donc l'installation, la suppression et généralement des mises à jour entre les deux. Elle va tout contenir. Ça veut dire que si j'ai besoin de, je sais pas, la CLI d'Azure, elle va être dedans. Si j'ai besoin de Terraform, il va être dedans. Si j'ai besoin d'un kubeYAML, je peux le mettre dedans aussi. Si j'ai besoin de script bash, etc. Tout ce qu'on veut va être à l'intérieur. Et le descripteur, donc c'est un fichier bundle.json, finalement il va lister tout ce qu'on va avoir pour créer le bundle final. Donc notre image d'invocation, nos images d'application, des paramètres, des credentials, parce qu'on a bien toujours ce problème, on ne veut pas stocker des credentials à l'intérieur de notre artefact. On peut avoir des sorties si on veut, je sais pas, récupérer des valeurs qui se sont passées durant le process d'installation ou des choses comme ça. L'artefact final, encore une fois, il n'y a rien de réinventé. Ça reste une image OCI, donc une image de conteneur tout à fait standard. L'énorme avantage, c'est qu'elle marche partout. C'est-à-dire que dans quel que soit, ou je pense quasiment toutes les registries aujourd'hui, savent gérer de l'OCI, et pas juste des images Docker, parce qu'il y a certaines petites variations. Donc ce qu'on a au final, c'est une image classique qu'on peut, on peut faire un pull, on peut faire un push, on peut l'envoyer dans n'importe quelle registry et la répliquer comme on veut. Synapse, à la base, c'est essentiellement des spécifications. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est pas juste un outil qui est venu comme ça pour dire bah, tiens, on va faire autrement. C'est des specs ouvertes. Tout est sur GitHub. Donc la partie core qui décrit finalement la base d'un bundle, son fonctionnement. Donc là, c'est en version 1.2. Il y a aussi une partie de la spec spécifique à la sécurité. C'est par exemple pour pouvoir signer l'image. Parce que l'intérêt, c'est bien de créer un bundle. Ce qui sera encore mieux, c'est de pouvoir ensuite le signer. Ce qui fait qu'on va garantir que c'est bien toujours le même si on l'appelle de la même façon. On va pouvoir le valider, on va pouvoir le tracer quelque part et être sûr qu'on exécute bien toujours la même chose. L'autre chose intéressante de Synapse, c'est pareil, c'est que ça n'a pas été fait par un unique acteur. Ça a été fait pas mal par essentiellement Azure, Docker, Pivotal. Alors je crois qu'il y a aussi Datadog qui travaillait dessus, et puis il y a eu Bitnami, HashiCorp, j'ai mis CodeFresh aussi et d'autres. Donc une chose intéressante, c'est que c'est des acteurs qui même parfois sont concurrents, qui finalement se sont dit tiens, ça serait bien qu'on ait un truc en commun qui puisse marcher partout. D'où aussi l'utilisation de standards comme les images OCI. Découlant de ces standards, il y a un certain nombre d'outils qui ont été créés. Synapse Go, donc ça c'est juste l'implémentation, on va dire, de la base du fonctionnement de Synapse. Synapse 2OCI, qui était avant chez Docker, donc qui est maintenant dans l'organisation Synapse.io. En gros, c'est pour finalement c'est la partie qui va créer l'image finale. C'est-à-dire qu'on va avoir notre bundle, on va avoir notre description, et on va créer cette image OCI qu'on va pouvoir envoyer vers une registry. Duffel, donc qui est créé par Microsoft, qui permet d'interagir avec des bundles Synapse, et Porter, qui là est un outil un peu plus haut niveau, et qu'on va voir par la suite. Voilà, donc qui permet de pas juste manipuler le bundle, mais même le créer de manière un peu plus agréable. Donc voilà, oui, donc Porter, donc c'est fait par DeisLab, donc qui fait partie de Microsoft. Vous pouvez aller voir aussi si vous faites du cube ou autre, ils ont pas mal d'outils intéressants. Aujourd'hui, c'est le plus avancé, c'est le plus utilisable, et il est beaucoup plus haut niveau en fait que ce que nous offre juste Synapse. L'avantage d'avoir un Synapse assez bas niveau, c'est qu'après chacun peut aussi construire les outils qui va finalement lui correspondre pour ses cas spécifiques. Donc
histoire d'être plus haut niveau, donc tout à l'heure on a vu qu'il y avait un bundle JSON, donc qui nous décrit un peu tout ce qu'il y a dans le bundle. Bah là on va avoir un autre niveau, donc c'est un fichier YAML, comme on a un peu partout maintenant, qui est plus haut niveau, donc on va avoir déjà certaines abstractions dedans. Et il va y avoir une chose vraiment intéressante, c'est des mixins. C'est-à-dire qu'on va pouvoir directement lui dire, bah, finalement, mon bundle, je veux qu'il y ait Helm en version 3. Je veux qu'il y ait Terraform dans telle version. J'ai besoin de la CLI Azure, etc. On va juste avoir à mettre une ligne quelque part, et automatiquement, lui, il va s'en occuper pour nous, il va l'installer dans la bonne version, etc. Et donc, le premier but, finalement, de Porter, c'est de prendre cette description, d'ancrer le bundle JSON et toutes les infos dont on a besoin, et ensuite de construire l'image qu'on va après pouvoir déployer là où on veut. Et on va passer sur des démos, comme ça ce sera un peu plus, peut-être un peu plus parlant que ce qu'on a jusque-là. Bon, j'ai préparé une petite démo assez simple, hein, c'est un WordPress classique, donc j'ai un cube, je veux déployer WordPress, SADB, à partir de Helm. Donc un cas, je pense, relativement standard. Juste s'il veut bien quitter. Alors, donc, est-ce que déjà tout le monde arrive à lire? Si je mets du... Oui, même au fond? Ok, parfait. Alors, donc là j'ai un porter.yaml. Donc c'est par là qu'on va commencer finalement, si on veut faire un bundle Synapse avec Porter. Donc bon, on a des choses assez classiques, hein, le nom, la version, la description, etc. Et on va avoir nos mixins. Donc ce que je disais, donc ici on va dire, ben voilà, je veux Terraform en version 1.0.7, je veux Helm, et je veux rajouter un repository qui est en l'occurrence celui de Bitnami. On va pouvoir gérer des credentials, c'est-à-dire que c'est bien joli, mais je vais devoir me connecter à un cube, donc il faut bien que j'ai l'autorisation de le faire. Donc voilà, on peut lui définir. Donc ça, c'est les credentials qui vont être côté application, côté bundle, et nous, on va devoir les définir pour pouvoir lui passer en fait l'équivalent de notre système, pour pas que ce soit stocké dedans. On a des paramètres, donc là, c'est pour tout ce qui n'est pas sensible comme données. Donc en l'occurrence, là, j'ai le contexte Kubernetes sur lequel je vais me connecter. Donc ça va être dans Docker Desktop, évidemment. On a un namespace. Donc l'idée, ça va être de créer un namespace avant de déployer notre application. Et puis, je peux avoir des sorties. Donc là, je vais simplement, lors d'une installation, on va simplement afficher le namespace créé lors de l'étape d'install. Et si on en vient justement aux trois étapes principales, donc là, on a la description d'une installation. Donc c'est assez simple, on va juste dire, ben voilà, première étape, je vais faire du Terraform. Voilà, je lui donne mes variables, donc je vais lui donner mon contexte, je vais lui donner mon namespace, et puis il va me retourner une valeur. Et ensuite, bah tiens, je voudrais qu'il m'applique le chart WordPress en version 12.1.16, voilà, dans finalement ce que j'ai déjà, c'est-à-dire dans mon namespace que je vais lui donner en paramètres. On a à peu près la même chose, que ce soit pour... alors après, c'est libre de faire ce qu'on veut, mais si on veut faire l'update ou si on veut faire la désinstallation, où là, en fait, on va juste faire l'inverse, hein, évidemment. On va commencer par supprimer par Helm, et ensuite supprimer notre Terraform, et c'est terminé. Donc avec ça, je viens de gérer tout le cycle de vie de mon application. Donc pas juste finalement de mon service. Là, on parle quand même de lancer du Terraform, de créer des namespaces dans Cube, de lancer mes charts avec plusieurs services, puisque j'ai mon WordPress, ma DB, l'installation, la désinstallation, la mise à jour, tout est là. Alors, que je vous montre un peu plus. Donc on a, d'ailleurs, toute la démo, hein, elle est sur GitHub, vous pouvez la récupérer. Il y a des makefiles si vous ne voulez pas taper toutes les commandes, ça sera un peu plus simple, il y a un peu de doc et tout. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à côté de mon porteur YAML? J'ai mon Terraform, donc qui est assez simple. Hein. On va juste lui dire, ben voilà, tu as une ressource à créer, c'est un cube namespace. Bon. Alors, ce qu'on peut voir maintenant, c'est ce que nous offre Porter directement. Donc là, je suis pas dans le répertoire, justement. Hop. On peut lui demander, bah, tiens, fais-moi un porteur explain. Donc là, il va nous ressortir finalement
une version un peu plus jolie de notre YAML. Ça peut être intéressant si on a un gros pavé de YAML, parce qu'on peut des fois être amené à faire un peu plus de choses que ça. Et donc on va retrouver évidemment nos métadonnées, on va retrouver la définition de nos credentials, on va retrouver les paramètres, les sorties. À partir de là, on peut faire un porteur build. Voilà, donc il va nous copier les données qui vont bien. Et il va créer, alors on ne le voit pas, mais il a créé en fait les infos Synab, donc d'ailleurs qui sont dans le répertoire .synab à côté. C'est-à-dire que Porter réellement se base au-dessus de Synab. Le but final, c'est Synab. Porter, c'est juste une façon simplifiée de le gérer pour nous. Synab étant tellement agnostique, finalement, c'est un peu roots des fois, juste pour aller dedans. Donc dans Synab, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a un bundle JSON. Bon, c'est du JSON, hein, c'est un peu moins sympa. Juste que je retrouve ce qui est intéressant, on a nos credentials, et on va avoir nos paramètres. Donc voilà, le contexte, le namespace. On va avoir des paramètres supplémentaires, par exemple si on veut rajouter des infos de debug, ce genre de choses, qui sont finalement transparentes dans le fichier YAML de Porter. Et puis voilà, on va avoir notre sortie, etc. À côté de ça, parce que tout à l'heure on disait, voilà, il y a nos images d'application, il y a notre bundle, et puis il y a l'image d'invocation. Et jusque-là, on n'a pas encore vu. Et en fait, Porter nous a généré un Dockerfile spécifique pour cette image d'installation. Ce qui fait qu'on a d'invocation, ce qui fait qu'on n'a pas besoin, nous, de le faire. Alors c'est tout bête ici, hein, mais c'était finalement les deux mixins qu'on avait, la mixin Terraform, la mixin Helm. Et ben, ça va faire une image Docker où on va installer Helm dans la version qu'on veut. Non, Helm, je n'ai pas spécifié la version, surtout. Mais voilà, par exemple, on va ajouter notre repo Bitnami automatiquement. Là, on a Terraform qui va être justement la version, cette fois-ci, qu'on voulait. Et ça va déjà tout nous préparer. Et puis ensuite, ça va copier l'intégralité des données dont on a besoin pour fonctionner. Donc tout ça, on n'a justement pas à le faire. Ce qu'il a fait aussi, ce qu'il a copié, c'est la partie là. Donc c'est finalement ce qu'il va lui copier à l'intérieur de cette image d'invocation. Donc c'est les mixins avec les infos. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais les runtime pour Helm, etc., pour pouvoir fonctionner correctement. Donc, une fois qu'on a buildé notre image, on peut aussi... Non, je suis pas dedans. Voilà. Voilà. On peut aussi l'inspecter. Alors là, quand on va inspecter, donc c'est un porteur inspect, c'est juste que je ne voulais pas tout retaper. Quand on va inspecter cette fois-ci, explain est sur porteur, l'inspect va être plus sur Synab. C'est-à-dire que là, ce qu'on a, c'est notre image Synab. Donc, ce qu'on va voir dedans, c'est qu'on a une image d'invocation. Bon, on est surtout lié avec des digests, donc ça fait des choses un peu longues, mais qui est de type Docker, et puis bon, voilà, on va dire comment elle s'appelle, etc. Donc ça, c'est vraiment la partie Synab. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, je crois qu'on le voit justement dedans. Où est-ce qu'elle était l'image d'invocation? Voilà. Ici, en fait, dans le bundle, on a bien notre image d'invocation, ce qui fait qu'on peut la configurer comme on veut si on avait envie d'écrire le bundle à la main. Et on va passer plus faire des mots. Alors déjà, histoire d'être sûr que ce soit bon, namespaces. Donc normalement, j'ai pas. S'il veut bien se voilà. Donc j'ai pas de mon namespace par défaut. Normalement, je crois que j'ai rien du tout dessus. Voilà. Donc mon cube est quand même plutôt vide. Première chose qu'on va devoir faire, parce qu'on avait des credentials, c'est de les créer. Donc voilà, donc porteur credential generate, on va faire ce qu'on veut. Moi, je vais juste lui donner mon fichier de config de cube. Non, si je ne me trompe pas, il y a un E. Voilà. Et on va pouvoir installer. Alors, juste pour voir, voilà, qu'est-ce qu'il nous fait. Donc, on a l'installation. On lui a donné un nom. On lui donne des credentials. Et on va lui donner les deux paramètres qu'on avait. Hop là. Donc finalement, c'était le contexte, qui est donc mon Docker desktop, et le namespace, qui doit être créé par Terraform.
Donc là, automatiquement, on a Terraform qui se lance, qui s'initialise, et qui nous dit, voilà, j'ai un namespace à créer, hop, 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 et il est créé. Et il y a l'output qui va ensuite être sorti dans Synap. Donc voilà, donc ici notre output. Et puis ensuite, il va installer WordPress. Alors si on regarde ce qu'il est en train de faire, donc là j'ai mon desktop, j'ai mes, par exemple le WordPress, donc voilà, j'ai mes pods qui arrivent, voilà, mes services qui sont en train de démarrer. Donc ça c'est Helm qui va simplement instancier mes différents services, mes différents conteneurs et les faire marcher. Et là, normalement ça devrait marcher. Bon, voilà. Bon, rien de très très transcendant, c'est juste un WordPress par défaut. Mais on a tout notre truc qui est déjà là, qui est déjà installé. Et si on regarde, normalement, get all sur DevOxFR, voilà, et donc on a bien nos différents pods, nos différents services, le load balancer qui a été créé, etc. J'en étais où? Oui. Donc voilà, là on avait donc juste avec notre porteur YAML, hein, on repart de là, on a juste eu à créer ce fichier en fait pour avoir à la fois le Terraform, le Helm chart, etc. Une chose qu'on peut regarder, c'est on peut, voilà, je vais juste extraire finalement le contenu de mon bundle Synap, histoire de voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Je ne rentrerai pas complètement dans tous les détails parce qu'après c'est juste la façon dont on crée des images qui est des fois un petit peu compliquée. Mais, donc on a voilà, notre archive. Donc ça c'est ce qui vient d'être créé. C'est en fait si on extrait le contenu d'un bundle Synap. Donc j'ai bien mon bundle, hein, je ne vais pas le rafficher, c'est le même que tout à l'heure, qui va finalement me donner les informations de paramètres, je veux telle chose, c'est requis, pas requis, etc. Et j'ai des artefacts. Et entre autres, donc j'ai un autre JSON qui va nous dire voilà ce qu'il y a dans le manifeste, enfin plutôt l'ensemble des manifestes qui composent notre image. Ça, c'est plus la façon dont finalement on crée une image de conteneur, qui est en fait une liste de manifestes et qui vont pointer vers des données, les layers qu'on peut voir sur Docker.io, donc qui sont stockés sous forme de blob. Donc là, on a une image qui a un nom. Voilà, on l'a annoté, on a dit tiens, ça c'est ton image d'installeur. En fait, c'est le blob avec un digest 21 quelque chose. Donc normalement, non. Pourquoi tu veux? Si, voilà. Donc voilà. Alors bon, je vous passe le détail dedans. Ça c'est juste la façon comment on crée finalement un conteneur. Ça c'est vraiment l'intérieur du conteneur, quoi. Voilà. Donc là, par contre, ce que j'ai, ça veut dire que dans mon image, j'ai le bundle. Et en gros, c'était là, j'ai mon index qui me dit, voilà, tu as une image. Mais finalement, c'est déjà pas mal parce qu'on a réussi à packager dans un seul outil tous nos scripts de déploiement et nos binaires qui vont être utilisés pour le déploiement. Et on va repasser... non, tu veux pas? Yes. À la suite, donc j'ai une deuxième démo qui des fois... On voit ça pas mal dans certains outils de Scilab qui est juste AirGap. Donc l'idée, c'est que cette fois-ci, on voudrait, parce que c'était un peu la promesse du début, on voudrait vraiment tout inclure. C'est-à-dire que là, j'avais un Helm chart, mais mon Helm chart, il vient de Bitnami. D'ailleurs, on ne l'a pas vu en fait quand on a regardé les fichiers dans Synap ou autre. Je veux aussi intégrer les images de mon application. Là, j'avais mon image d'invocation, mais la promesse, c'était d'avoir quelque chose d'autocontenu, d'autosuffisant, qui puisse contenir, voilà, même l'image, je sais pas, mon image REST, mon image Node, etc. Donc, on va voir le deuxième. Donc, AirGap. Alors, on va repartir de la même chose. Hein. On a un porteur YAML. On a des paramètres, on a des credentials. Jusque-là, c'est la même chose. Alors ça, je vais revenir juste après dessus. On a une mixin, Helm, OK. Et on va lui dire, voilà, tu vas m'installer ce chart. Alors ce coup-ci, le chart, c'est un chart local. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'avais quand même mon Terraform qui était inclus dedans. Là, j'ai bien mes charts avec voilà, tout ce que peut être un chart Helm. Et je vais lui donner mon image et mon digest. C'est-à-dire que là, j'ai déjà un peu de choses qui commencent à être un peu plus paramétriques là-dedans. Et mon image, elle vient
du bundle. Donc c'est évidemment ce que je viens juste de fermer au-dessus. C'est-à-dire que je décris, j'ai décrit mon chart, j'ai décrit, mais je vais rajouter dedans l'image que je veux inclure. Donc là, voilà, je lui donne sa description, je lui donne son type, évidemment son digest, parce que ce qu'on veut, c'est toujours garantir que ce soit toujours la même chose. Et voilà, on va juste voir. Non, c'est pas là, c'est ça. C'est plus au bon endroit. Donc là, si je fais un explain, bon, là finalement, j'ai à peu près la même chose que tout à l'heure. Mais si je fais inspect, on a quelque chose de plus. C'est-à-dire qu'avant, on avait bien notre image d'invocation. Donc il y a là, pas de problème. Sauf qu'on a en plus notre image. Donc là, c'est notre service finalement. C'est vraiment notre image métier qu'on voudrait déployer. Alors, juste histoire que ça prenne un peu moins de temps, j'ai déjà désarchivé le contenu. Donc ça, c'est le contenu une fois qu'on a fait notre build, qu'on l'a créé en Synapse, qu'on l'a récupéré et tout. Donc j'ai bien mon bundle qui contient cette fois-ci voilà, l'image d'invocation et l'image. Donc là, c'est juste finalement la translation entre le porteur YAML et le bundle JSON Synapse qu'on a. Et dans l'index de mon image, là, cette fois-ci, je vais en avoir d'autres images. Donc là, c'est vraiment qu'est-ce qu'on stocke à l'intérieur. Donc c'est pareil, je ne vais pas vous faire tout le tour des blobs, hein, ce n'est pas très intéressant, mais cette fois-ci, on a tous les blobs, tous les layers qui composent notre image de service sont maintenant dans l'image Synapse. Et donc, on peut l'installer comme précédemment. Donc là, bon, c'est juste un Helm, ça va un peu plus vite. En plus, elle n'a pas besoin d'aller chercher un chart ailleurs, tout était déjà contenu. Alors celle-là, elle n'a juste pas de load balancer, donc on va juste lancer ça. Et si je reprends mon Firefox, 81, bon, ça marche. Et en plus, on a bien la trace que ça a été géré correctement. Ce qu'on peut s'amuser à faire aussi, puisque je n'avais pas montré sur le premier, c'est qu'on a aussi l'upgrade. Alors cette fois-ci, l'upgrade, alors là, en l'occurrence, elle fait la même chose, hein, mais ça pourrait être une nouvelle version, ça pourrait être à chaque upgrade, je veux réexécuter un script, je veux, je sais pas, enregistrer quelque chose, peu importe quoi qu'on fasse. Et cette fois-ci, je vais juste lui passer un paramètre, voilà, c'était là-haut, un paramètre supplémentaire. C'est-à-dire que lors de l'upgrade, j'ai dit finalement, toi tu vas je vais changer quelque chose dedans, parce que sinon c'était la même image, donc on ne l'aurait pas bien vu. Et hop, je relance. Et donc voilà, on est bien repassé sur Hello Devox. Donc là, normalement on est bon. Je vais refermer ça. Où est-ce que j'en étais ? Voilà. Et donc là, oui, qu'est-ce qu'on a ? Oui, on avait donc ça, c'est le Dockerfile, c'est notre image d'invocation qui a été créée aussi par porteur. C'est le même principe que la première, hein, sauf que ce coup-ci, c'est du Helm 2, et pas du Helm 3. Alors c'est un peu vieux, mais bon, c'est pas très grave, ça marchera pareil. Donc voilà, donc une fois qu'on a ça, finalement, on a, avec juste un fichier YAML de plus, on est capable de gérer, d'inclure tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand on mettait la CI et tout, on a nos images de service, notre code d'infra et tout. En fait, si on a juste ce fichier porteur en plus, on va pouvoir gérer un seul artefact. L'idéal dans la CI, c'est quand même toujours ça, c'est d'avoir une seule chose. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai cette chose, cet artefact qui est auto-contenu, je peux le déployer, je peux l'envoyer mon pipe de déploiement. Mon pipe de déploiement, s'il a ses credentials, évidemment, c'est une commande. C'est en gros porter install est terminé, ou porter upgrade, parce que mon appli est déjà en route. Mais ma CI ne me génère plus qu'une seule chose. Et donc, si on repense à l'idée d'idempotence et d'avoir quelque chose qu'on peut déployer une fois, 2 fois, 10 fois, que je veux scaler comme on veut, et finalement, j'y arrive. Parce que tout est là. Si demain, je refais la même démo, de toute façon, mon bundle, il est toujours là, en fait. Il a tout. Si demain, il y a une nouvelle version de Terraform,
ça n'aura rien changé en fait. J'ai toujours l'intégralité. Si je mets à jour, si je prends ce bundle, que je prends une autre machine ailleurs, ou bah, c'est pareil. Je vais toujours avoir exactement la même chose, tout est contenu dedans. Non, il veut toujours pas. Bon, voilà. Et donc, on arrive grosso modo à la fin. Je vous ai remis quelques liens, donc les liens de Synapse. Il y a un chan sur la spécifique à Synapse sur le Slack de la CNCF. Je vous ai mis aussi les liens de Porter. Donc Porter aujourd'hui, c'est finalement l'outil Synapse qui est le plus utilisé. Je vous ai mis leur lien vers Community si ça vous intéresse. Je sais qu'ils ont un chan aussi sur le Slack de la CNCF. Je crois qu'ils préfèrent, si je ne me trompe pas, ils ont un forum aussi où vous pouvez poser les questions. Il y a aussi sur Synapse, il y a des meetings, je crois, toutes les semaines qui sont aussi enregistrés. Donc toutes les semaines, vous pouvez juste voir les nouveautés de Synapse ou discuter, enfin aller dessus. Voilà. Et voilà, on arrive à la fin. Comme ça, si vous avez des questions, on a un petit peu de temps pour en discuter. Merci d'avoir écouté. Oui. J'ai une question. Comme l'idée du bundle, c'est d'être idempotence, j'imagine qu'on a envie d'avoir le même bundle et de déployer le même bundle en staging et en production. Et du coup, comment on gère les paramètres qui peuvent dépendre de l'environnement, comme par exemple un URL de base de données, ce genre de choses? Ok, donc comment on gère entre différents environnements? Alors ça va dépendre du type de paramètres quand même. Mais justement, là, en fait, dans le bundle, on va pouvoir définir des paramètres. Donc, je ne sais pas si on a une URL de DB ou autre chose, on va simplement lui donner en paramètre. C'est-à-dire que le bundle en lui-même, lui, prend le paramètre adresse de la DB et on lui donne. On peut le voir en fait dans... C'est l'équivalent de... C'était là. Du namespace, par exemple, que je lui passe. Alors, c'était sur le WordPress. Sinon, je vais vous montrer juste dans le makefile la commande d'install. Où est-ce qu'elle est? Hop, voilà. Donc, dans l'install, je vais lui donner mon namespace. Donc, ça peut être un namespace, ça peut être j'en sais rien, un nom DNS, ça peut être ce qu'on veut finalement. Et ça va être passé à toutes les étapes qu'on veut. Si, par exemple, on a besoin de cette adresse parce qu'on veut, j'en sais rien, faire un truc avec des permissions pour que notre conteneur y ait accès, on va lui donner. Si c'est pour être configuré dans l'application, il faut que l'application supporte ce paramètre et à partir de là, on peut le faire. Justement, il n'y a aucun problème en fait pour faire ça. Oui, on a juste tous les paramètres. Après, on peut avoir plein de paramètres s'il faut. Hein. C'est pas un problème. Oui. Qu'en est-il de la taille de l'image qui est générée à la fin? Par exemple, imaginons, je sais pas, moi j'ai une application, une base de données. Si j'ai deux images Ubuntu, est-ce que l'image finale, les layers, ils seront... Voilà, je sais pas. Ok, ouais. Donc, la question c'est sur la taille des images. Alors, comment dire? Non, mais c'est une bonne question. La taille des images, évidemment, va dépendre de l'ensemble des choses qu'on met dedans. Maintenant, c'est basé sur des conteneurs. Donc, le principe du conteneur, c'est qu'on a d'office de la déduplication. C'est-à-dire que dans un conteneur, si on a deux images qui ont les mêmes layers de base, chaque layer, en gros, est référencé par son digest. C'est juste le SHA-256 du contenu. Donc, si on a deux images qui ont chacune le même layer, elles ont chacune le même digest. Et il est stocké une seule fois. Donc si on a, on a trois images Go, les trois se basant sur de l'Alpine, et on a simplement, on a un layer commun qui est le layer Alpine, un layer différent à chaque fois qui est par exemple notre binaire. Il y aura stocké qu'une seule fois le layer de base, et on aura juste notre layer de binaire. Donc c'est plutôt efficace, justement. C'est exactement comme ça que sont stockées toutes les images dans la registry du hub ou autre. C'est ce qu'on voit en fait quand on est dans les archives. Sinon, je ne sais pas si je l'ai là-dedans. Peut-être qu'on peut le voir. Je vais reprendre là. Voilà. Donc là, on a nos index. À partir des index, donc ça nous dit simplement les images. Et si je prends donc la 8B, ça c'est l'image.
Donc je vais prendre l'autre, l'image d'invocation, donc c'est la 66. Hop. Elle va contenir justement tous les layers. Le premier layer, c'est celui qu'on a, je vais y arriver, dans... Non, c'était au-dessus. C'est celui-là en fait. Ça veut dire que si mon image d'invocation même et l'autre image ont la même base, c'est pareil, je vais le mutualiser. Donc en fait, on peut même être plus efficace que si on a plein d'assets différents un peu partout. Maintenant, voilà, on peut s'amuser à le configurer un peu plus. C'est-à-dire que si mon image de service est une Ubuntu, peut-être que ça serait bien que mon image d'invocation, ce soit aussi une Ubuntu et pourquoi pas même la même version. On peut configurer, en fait, on peut donner un template pour l'image Dockerfile de l'invocation. Voilà. Mais donc, voilà, on ne va pas avoir, si j'ai 2 images de 500 MB, ça ne va pas faire 1 giga. Oui. J'imagine que oui, mais du coup, sur la partie du premier conteneur, celui d'exécution de déployeur, Ouais. on a possibilité de mapper du volume externe. Typiquement, si par exemple j'ai de l'Ansible, avoir un inventaire qui reste sur un file system haut, même si ça va à l'encontre de l'idée complète du concept. C'est une bonne question. Donc l'idée, c'est de savoir si on peut mapper des volumes ou des choses comme ça lorsqu'on lance l'image d'invocation. Je ne sais pas, honnêtement. Je pense que c'est toujours risqué. Mais après, je pense que si j'avais à le faire, oui, je sais pas si on peut le faire directement. Je ne suis pas sûr. Par contre, rien n'empêche dans l'image d'invocation d'avoir donc typiquement du Ansible et que ce script, lui, aille chercher l'information ailleurs. Je le ferais plutôt comme ça, en fait. L'idée, quand même, de cette image, c'est d'être... Comment ? Après, on peut faire ce qu'on veut dedans. Hein. Une fois qu'on a notre image, si on veut faire des choses qui vont finalement casser la notion même d'idempotence, on peut. On est complètement libre, en fait. Synapse est complètement libre. Et même dans Porter, on va juste lui mettre je crois qu'il y a une mixine d'exec, et puis on va mettre les scripts qu'on veut et faire tout ce qu'on veut dedans. Si on veut faire du pool au démarrage, on peut. Par contre, ça devient plus dur de garantir que c'est bien toujours la même chose. Mais on peut. Oui ? Alors, ouais, donc la question sur la garantie de garantir que le code qu'on exécute, c'est celui qui a servi à builder, en gros. Celui qui est dans l'image est bien celui qui était à la source, en fait. Ouais. Alors dans Synapse en lui-même, je ne crois pas. Dans Synapse, on peut signer l'image. Faudra aller voir un peu plus ce qu'il y a dans l'aspect exactement. Je suis pas sûr. Après, là, on arrive, je pense, sur une notion qui est relativement liée, mais qui est plus sur ce qu'on appelle des fois, là, je vais retrouver le nom, Security Supply Chain ou quelque chose comme ça. C'est donc l'idée de... Parce que là, ce qu'on veut, à ce moment-là, c'est tracer tout. C'est-à-dire qu'on avait, par exemple, le chat d'un commit, et on veut lui associer au final notre asset final dans les deux sens, être capable de remonter et tout. Je pense il faudrait vérifier, mais je pense que ça dépasse le cadre de Synapse. Mais c'est des choses qui sont intéressantes à rajouter. C'est toujours bon de savoir, surtout voilà, le jour où il y a un problème en prod, qu'est-ce qu'on avait exactement, ou pour des simples questions de sécurité, pour pas que quelqu'un ait changé quelque chose au milieu, quoi. Mais je pense que c'est annexe à Synapse. Mais à vérifier. Il reste 30 secondes s'il reste une question. Non. Eh bien, merci. Et puis, si vous avez des questions, je suis encore là un petit peu.